14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Suivant les époques, la mode est au poil ou au sans poil. Actuellement, après de nombreuses années durant lesquelles les femmes s'épilaient, les dessous-bras, les jambes, les bras et même le pubis, on revient un tout petit peu au poil puisque certaines femmes ne veulent même plus s'épiler, notamment les aisselles. Mais pourquoi est-ce qu'on a des poils ou pourquoi on a assez peu de poils? Pourquoi on a beaucoup de cheveux? Pourquoi on a des cheveux plus fins? Il semblerait, a priori, que ce soit plutôt dans les pays chauds qu'il y a beaucoup de poils. Quel est le lien entre les poils et les cheveux et nos hormones? Eh bien, qui pouvait répondre à cette question? Eh bien, j'ai longtemps réfléchi, mais c'est évidemment Christian Jamin qui va y répondre dans un instant. Il va nous expliquer tout ce qui concerne la pilosité. Par exemple, pourquoi au moment de la ménopause, les femmes ont des poils sous le menton et parfois même une moustache, on va dire. Et puis, je vous propose également qu'on parle des cheveux, quel est leur rapport avec la séduction. Par exemple, je crois que tous les hommes l'ont remarqué, ou peut-être pas, il ferait bien de le remarquer. Lorsqu'une femme change de coiffure, ce n'est jamais anodin. Alors, on va en témoigner, mesdames. Hein. Pourquoi, à tel moment, vous avez décidé de changer de couleur de cheveux, de changer de coiffure? Et puis, si vous avez des questions à poser sur la pilosité, eh bien, vous connaissez notre numéro 0826 300 300. Alors, Christian Jamin, à poil ou pas? À poil ou à vapeur, mais donc, écoutez, sujet, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça fait des décennies que je travaille sur le poil. Ah oui. Parce que, que je travaille, c'est compliqué, il y a beaucoup de différences entre les individus, entre les ethnies, et puis on peut dire aujourd'hui que les pays du nord de l'Europe sont des pays sans poils, ou assez peu de poils, et que les gens qui viennent du sud, en particulier du bassin méditerranéen, mais aussi d'Afrique, ont beaucoup plus de poils. Et donc le poil prend aussi une valeur sociologique. C'est-à-dire qu'il y a et l'esthétique et la sociologie, c'est pas la même chose que l'hormonologie et la génétique. Et donc il faut comprendre tout ça, et j'ai beaucoup de mal parfois à expliquer à une femme du Sud très jolie, très brune, avec une certaine pilosité, que ça peut faire partie de son charme, parce que en tout cas, ça fait partie de sa nature. De sa nature. Au sens large du terme, évidemment. Et donc beaucoup de femmes détestent leurs poils et sont prêts à prendre des tas de traitements dont certains ont montré qu'ils n'étaient pas aussi anodins que ça. Et donc, autant il faut aider les gens qui ont une disgrâce, autant il faut aussi parfois accepter le fait qu'on n'est pas tous irlandais avec des taches de rousseur. Oui, bien sûr. Donc le poil, c'est dû au climat. Finalement, dans ce que vous venez d'expliquer, le climat a une influence sur les poils. Si on est né dans un pays où il fait très chaud, on a... Alors, je ne peux pas affirmer que ce soit une relation de cause à effet, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le poil est génétique. Ça, c'est sûr, et qu'on en trouve dans les isolats génétiques. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, on trouve des poils en Bretagne, beaucoup. On trouve des poils dans le centre de la France, c'est lié à la consanguinité. Et puis, on en trouve autour du bassin méditerranéen, parce que ça fait des millénaires que on s'échange avec tous les membres du bassin méditerranéen. Et puis, il y a aussi dans les pays à la peau foncée, en Afrique, etc., il y a des régions où il y a des poils. Alors, je ne peux pas affirmer que ce soit réactionnel à la chaleur. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que c'est lié à la consanguinité et à la génétique. D'accord, donc plus une population est restée, n'a pas été exogène, qui s'est donc pas expatriée avec d'autres pour se reproduire, plus il y aura des poils. Dans certaines régions, oui, mais dans d'autres, non. Ah oui, d'accord, bon. Non, c'est simplement que dans les régions où il n'y a pas de poils, la consanguinité ne donne pas de poils, mais il y a des régions où le poil est concentré, si je puis dire. Et on peut expliquer pourquoi, j'imagine qu'on va me poser des questions là-dessus. J'expliquerai comment ça se passe. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut remarquer un rapport entre les poils et les cheveux, ou pas du tout? Alors, oui, mais pas tous les cheveux. Le cheveu, c'est encore plus compliqué, parce que le cheveu, il y a
il suffit de regarder un homme qui a une calvitie, il ne perd pas les poils autour de la couronne de la tête, il ne perd des poils que sur le dessus de la tête. Et ça, c'est lié à une anomalie des récepteurs du cheveu, où il y a des récepteurs des hormones mâles, alors que latéralement et postérieurement, il n'y a pas de récepteurs des hormones mâles. Donc, ce qu'on appelle l'alopécie androgénogénétique ne touche que le dessus de la tête. Alors que chez la femme... La fameuse tonsure, on appelle ça. Et chez la femme, en revanche, bien sûr que ça existe quand il y a un gros défaut hormonal, quand il y a un problème hormonal, mais d'une manière générale, quand la femme a peu de cheveux, c'est diffus. C'est-à-dire que ça touche toutes les régions de la tête. Et c'est, bon, d'abord, c'est une façon d'essayer de comprendre comment ça se passe, bien qu'on soit très, très en retard dans la compréhension. Mais surtout, sur le plan thérapeutique, ça pose des problèmes. Parce qu'un homme qui veut avoir des cheveux sur le dessus de la tête, on prend des cheveux latéralement ou postérieurement et on les replante sur le dessus. Et donc on arrive à reconstituer des cheveux normaux. Alors que chez la femme c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas de zone donneuse. Parce que la chute est plus diffuse et on ne peut pas les prendre à un endroit pour les planter à un autre. Alors ce que j'ai remarqué, je donne l'info et vous allez me confirmer, mais en tout cas moi je l'ai remarqué sur moi, qu'il y a des cheveux plutôt fins et j'ai pas une chevelure extraordinaire. Bon, on peut pas tout avoir, hein. Mais en revanche j'ai ma coiffeuse qui m'a donné un médicament qui en effet durcit les ongles et développe les cheveux. Donc ça, ça fonctionne. C'est en rapport avec les ongles, finalement. Alors, les cheveux. Les médicaments des cheveux, c'est compliqué, les médicaments des cheveux. C'est pas des médicaments, c'est des aides, enfin, je sais pas quoi. Donc oui, mais c'est difficile de prouver ce genre de choses. Et bon, si vous avez remarqué que ça vous a fait du bien, tant mieux. Je remarque que mes ongles sont plus durs, ça c'est sûr. Eh bien, tant mieux. Mais actuellement, griffer, là. Les traitements hormonaux pour faire pousser les cheveux, c'est un peu compliqué. On n'a pas beaucoup ça. Mais par ailleurs, je vous raconterai une anecdote sur... Allez-y. Oui. Alors, je vous raconte une anecdote, c'est que quand j'étais... comment on ne devient pas riche ? C'est que quand j'étais interne des hôpitaux, et à l'époque j'étais interne dans un service de dermatologie, et comme j'ai toujours beaucoup aimé lire la médecine, je lisais un journal américain, je crois, ou anglais, disant qu'on avait retiré du marché un traitement pour l'hypertension artérielle parce que ça faisait pousser les poils. Et donc je vais voir mon patron. Je lui dis, monsieur, j'ai eu une idée, on va racheter ce médicament qui ne sert plus à rien puisqu'on ne peut pas le donner parce qu'il fait pousser des poils. On va le mettre dans une solution alcoolique et on va le vendre pour faire pousser les cheveux. Il m'a mis à la porte de son bureau, il m'a dit, allez donc faire la visite, vous êtes pas là pour délirer. Et donc, je suis parti. Et 10 ans plus tard, ce médicament a été commercialisé et mon patron m'a envoyé un petit mot en me disant « Dommage, l'idée était bonne. » Oui, bien sûr, puisque... Bon. En tout cas, on va peut-être aussi aborder la question de la séduction de la chevelure, parce que les cheveux, pour une femme, ça fait partie de sa séduction, alors que c'est pas le cas pour un homme. Je réfléchissais à ça justement en venant ici et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le cheveu est si important chez la femme et pas chez l'homme ? C'est assez normal, parce que la grande majorité des hommes perdent leurs cheveux sur le dessus de la tête. Faudrait être totalement irresponsable pour en faire un principe de séduction. Alors que chez la femme, qui en principe ne perd pas ses cheveux, ça reste quelque chose de très important. Donc les hommes ne font pas le panégyrique de la chevelure parce qu'ils en ont pas, justement. D'accord. Mais chez la femme, depuis la nuit des temps, ça reste... Absolument. Et donc, on voit que le cheveu fait partie de la séduction. C'est la raison, si j'ai bien compris, pour laquelle les femmes mettent des voiles. Bien sûr, pour ne pas séduire les hommes quand elles sont pas mariées. Et même quand elles sont mariées d'ailleurs. Donc oui, chez la femme, le cheveu est un symbole de beauté et de féminité. Alors que c'est pas le cas chez l'homme, mais encore une fois, chez l'homme, ça me paraît normal. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le plan symbolique, une femme qui décide de changer de coiffure, c'est toujours signe de quelque chose qui change chez elle.
Oui, alors c'est vous qui l'avez dit, j'avais jamais remarqué que quand... c'est bien les hommes, ça. Ça, c'est bien les hommes, oui. J'aurais dû être plus prudent quand les femmes changeaient de coiffure. Exactement, exactement. Bon, eh ben, on va voir ce que nous disent les auditeurs. Vous nous appelez au 0826 300 300, puis toutes les questions qui vous viennent sur les poils, sur les cheveux, eh bien, vous nous appelez et vous aurez un début de réponse, au moins. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Christian Jamin aujourd'hui. Il est gynécologue, endocrinologue. Et c'est une idée à lui de parler des poils, des cheveux, de cette fameuse mode du pubis rasé. Non pas du punis, ça c'est le pénis qui me fait faire un lapsus. Et on va parler de tout ça avec vous et notamment avec Célia. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour Brigitte. Bonjour Célia. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, moi je voulais juste témoigner de mon cheminement, on va dire au fur et à mesure du temps. Il fut un temps où je me rasais, où j'avais envisagé une épilation définitive à certaines zones de mon corps. Et puis, une grossesse annonçant, ça a été un petit peu interrompu. Et au fil du temps, j'ai travaillé à voir quel est le rapport à moi-même et le rapport aux autres. Et je dirais que j'ai quand même cette chance, pour avoir écouté le début de l'émission, de ne pas avoir une pilosité excessive, en tout cas à l'heure actuelle, parce que c'est parsemé et que celle que j'ai, franchement, c'est pas choquant. Alors, j'assume le fait d'avoir des poils aux jambes, même en mettant des robes, en sachant qu'effectivement, c'est visible, mais pas disgracieux, ça accroche pas le regard. Mais je dirais que, il me semble que si on a vraiment une acceptation en soi de qui on est, après, soit on s'affranchit du regard des autres et parce que la critique elle sera là, soit on ne s'en affranchit pas et on peut composer avec. Ce qui est mon cas, c'est-à-dire que dans certaines périodes de vie, s'il y a des grandes cérémonies ou des événements, eh bien je vais vouloir les enlever parce que je me serai plus à l'aise. Et puis à d'autres cas, ça ne me pose aucun souci de les laisser en sachant qu'elles ne sont pas disgracieuses. Ça c'est le premier cas. Et le deuxième point, c'est qu'autour de moi, donc c'était un sujet qui est très actuel. C'est une personne qui a décidé de se faire épiler parce qu'elle a un duvet blond, mais très prenant jusqu'à la moustache. Et donc, la réflexion se faisait sur les regards d'enfants. D'accord, donc elle a une petite moustache sur la lèvre supérieure, c'est ça ? Oui. Au niveau du visage. Et donc, tout à fait. Et ce sont des enfants très naïfs qui disaient toujours la remarque, mais madame, pourquoi vous avez toujours la moustache ? Et pourquoi il y en a une ? Et en fait, la question s'est posée sur justement jusqu'où on peut accepter notre corps en sachant qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans le jugement, dont les enfants, et qui vont être accrochées à quelque chose qui va paraître particulier. Et là, je dirais que la limite, elle peut se faire sentir. Et puis l'autre limite, c'est que si on n'arrive pas à supporter le regard des autres, je pense que pour notre bien-être, il faut faire quelque chose. Vous avez dit beaucoup de choses avec beaucoup de bon sens, Célia. Oui, bien sûr que l'idéal, c'est de s'accepter tel qu'on est, mais que malheureusement, en société, on est un peu tributaire de regard de l'autre et que la mode, aujourd'hui encore, même si il y a beaucoup de féministes qui sont anti-épilation et qui considèrent qu'on doit s'accepter tel qu'on est. Christian, vous voulez réagir, allez-y. Oui, alors en fait, on va beaucoup en parler pendant l'émission, là, mais on pourrait en parler pendant des jours. Il y a poil et poil. C'est-à-dire qu'il y a des poils qui dépendent du niveau d'hormones. C'est en gros la pilosité masculine, la barbe, le torse, le ventre et le bas du dos. Et puis il y a ce qu'on appelle les poils embosexuels, c'est-à-dire qui existent chez les hommes et chez les femmes, qui dépendent peu des hormones. Ça, c'est les poils des bras, par exemple, le duvet en général, et les poils des jambes. Et donc, effectivement, comme vous l'avez dit, on peut très bien accepter d'avoir des poils sur les jambes, mais pour une femme, avoir une pilosité de type masculine, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire la pilosité, la moustache, des poils sur les seins, des poils sur le ventre. Et l'origine de cette pilosité n'est pas la même. C'est-à-dire que les poils des hommes sont hormonodépendants, et c'est pour ça que les femmes n'en ont pas. Et alors que les poils des jambes, par exemple, ou des bras, eh bien, les femmes peuvent avoir une pilosité importante sans avoir de réalité hormonale.
C'est ça, et du coup le regard ou l'acceptation de soi n'est pas la même si vous avez des poils sur la poitrine, sur le ventre, du duvet très apparent, ou si vous avez quelque chose qui peut être... Et il faut pas oublier une chose, c'est que le poil sur notre pouvoir d'attraction, dans notre sexualité, il joue un rôle important. Par exemple, un homme qui a énormément de poils sur le dos, ça peut exciter une femme et ça peut complètement la dégoûter. Moi, j'ai déjà entendu des hommes qui témoignaient et qui me disaient qu'une femme qui aurait trop de poils sur le pubis, ils peuvent pas parce qu'ils ont été, si je puis dire, habitués aux films pornographiques où toutes les femmes pratiquement n'ont pas de poils au niveau du pubis, elles sont toutes rasées. Et donc une femme qui aurait un tablier, comme on dit, hein, donc c'est-à-dire des poils qui remontent presque jusqu'au nombril, ils peuvent pas. Donc on voit bien aussi que on peut pas nier le côté sensuel, sexuel des poils. Et puis il y a le rejet. C'est-à-dire que les femmes ne veulent pas avoir de poils sur le visage. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent une pince à épiler. Et très jeunes, elles commencent à les arracher. Et en arrachant ces poils, avec une pince à épiler, on excite la pousse. Donc, on arrache le bulbe parfois. Alors, ça, c'est dans le meilleur des cas, mais c'est en général... À la cire, on arrache quand même quelques fois. Pas beaucoup, non. Là, on est obligé d'utiliser des méthodes pour détruire le bulbe avec l'électricité ou le laser. Mais l'arrachage du poil à la pince à épiler augmente la pilosité, c'est sûr. Et donc, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on est une jeune fille qui a besoin de s'affirmer dans sa féminité et qui est gênée par ses poils. Eh bien, malheureusement, elle a des gestes qui vont aggraver les choses. Oui. Alors il faut faire quoi? Alors d'abord il y a des médicaments et puis des médicaments simples, hein. Par exemple une pilule bien choisie ralentit la pousse des poils. Je dis bien choisi. Et puis, il y a aussi des procédés mécaniques qui sont l'électricité, ce qu'on appelle, on électrocoagule le bulbe, ou le laser. Et alors, le laser, c'est très efficace, c'est formidable, mais il y a deux écueils, c'est que ça fonctionne sur la différence de couleur. C'est-à-dire que si vous avez la peau très foncée et des poils très foncés, le laser, ça marche pas bien. Et en plus, il y a parfois, dans certaines zones, et en particulier au niveau du visage, eh bien, quand on a fait des séances d'épilation de laser, on a après ce qu'on appelle une repousse paradoxale. C'est-à-dire que chez certaines personnes, eh bien, ça peut exciter la pousse du poil et ça devient encore plus compliqué. Donc c'est compliqué, il faut bien connaître la physiologie du poil avant de se lancer dans des... Donc il faut que chaque femme, chaque homme éventuellement, mais connaisse bien les raisons pour lesquelles elle a beaucoup de poils ou pas, et à ce moment-là se faire le traitement qui convient le mieux. Et voir des praticiens qui sont habitués à cela et qui... Alors c'est quoi, des dermatos Alors le plus souvent c'est des dermatologues, mais aussi un certain nombre de ce qu'on appelle les endocrinologues, parce qu'ils connaissent la physiologie de la pousse du poil, au moins pour certains d'entre eux. Bon, en tout cas, vous, Célia, pour l'instant, tout va bien. Vous avez réussi à être pour bien. L'instant, tout va bien, mais j'approche. Donc, effectivement, moi, j'ai fait cette bêtise dans ma jeunesse d'enlever quelques poils sous le menton et j'ai dû les enlever. Alors, voilà, ça fait partie d'un témoignage au fur et à mesure où ça pouvait repousser parce que c'était du duvet. Je ne sais même pas quelle idée m'a traversée à cette époque-là, mais c'est devenu du poil alors que ça n'avait pas lieu d'être. Et la question que vous posiez au départ, c'est pour que les personnes qui sont ménopausées, qu'est-ce qui est parce que je pense que beaucoup de femmes sont concernées par cela, qu'est-ce qui est le mieux à faire, sachant que la peau est distendue, que les hormones ne sont pas les mêmes, quel est le traitement pour le côté visible de poils sous le menton ou des endroits qui pousseraient de façon aléatoire, qu'est-ce qu'on peut préconiser dans ces cas-là? Alors, pour expliquer pourquoi les femmes après la ménopause ont tendance à avoir plus de poils, d'abord parce qu'elles les ont plus arrachés du fait du temps, et puis surtout parce que les hormones féminines s'opposent à l'effet des hormones masculines. Les femmes ont un petit peu d'hormones mâles, pas beaucoup, mais elles en ont un petit peu, et quand elles ont leurs œstrogènes, eh bien ça combat l'effet des hormones mâles. Oui. Et après, quand elles sont ménopausées, eh bien j'allais dire, les hormones mâles s'expriment davantage parce que le contre-pouvoir des œstrogènes disparaît.
Ce qui fait donc que la testostérone, c'est l'hormone masculine, hein, les poils, la barbe, etc. Merci beaucoup Célia. On va répondre à vos questions 0826 300 300. N'hésitez pas, profitez-en. C'est un sujet que nous n'avions peut-être jamais abordé. Et puis on peut parler évidemment du pubis, de la mode, du pubis rasé. Vous êtes pour, vous êtes contre. Quels seraient les avantages, les inconvénients? On en parle ensemble. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue endocrinologue, et nous évoquons les poils. Bonjour Tiffaine. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors, vous êtes épilé, vous épilez toujours? Qu'est-ce que vous nous racontez? Alors, qu'est-ce que je vous raconte? Alors, je fais l'épilation chez l'esthéticienne, oui, pour les demi-jambes et les aisselles. Et après, pour le pubis, en fait... Comment, à la cire Ah oui, elle a sa machine des années 70, là, à la cire, et je ne vais que chez elle. J'ai peut-être commencé, enfin maintenant, après, je me rappelle à 15 ans, un peu à raser, mais très vite, je me suis aperçue qu'en effet, ça faisait repousser des poils plus noirs et plus durs. Donc très vite, je suis passée à la cire chez l'esthéticienne. En soi, j'ai pas une grande pilosité, donc 2 fois ou 3 fois par an, ça me suffit. Et après, pour en venir, les poils mesurés, dans une façon de mesurer, ne me dérangent pas et je le fais de moins en moins. Alors, je vais juste m'expliquer. Le pubis, je l'avais fait un peu de laser pour que ce soit impeccable autour, on va dire. Et une fois, j'ai fait l'intégrale chez l'esthéticienne. Ça m'a complètement... en me regardant, je ressentais quelque chose de malsain. C'est-à-dire de me sentir dans mon corps de femme et d'être une femme et avec un pubis sans poils du tout. Ça m'a fait un choc. Vous vraiment, étiez redevenue une petite fille? Ah oui, ça n'allait pas. J'étais pas du tout en harmonie, du coup, avec ce que j'étais. Donc, c'est mon compagnon qui m'avait dit, tu veux pas essayer, etc. Donc, je l'ai fait, moi, pas sous la contrainte du tout, hein, mais pour dire, pourquoi pas. Mais ça ne m'a pas du tout plu. Donc, je n'ai jamais renouvelé l'expérience. Et ensuite, je trouve qu'en soi, le poil, pour moi, alors il est quand même protecteur. Donc on est né avec ça, c'est quand même la nature. Alors le mesurer, oui, ne pas en avoir trop, mais je suis pas contre du tout les poils, et aussi bien chez moi que chez l'homme. Voilà, mais après on parle des femmes. Alors là, vous rentrez dans un sujet qu'on va tout de suite aborder. Moi, je me souviens avoir entendu 2-3 médecins, etc., qui disaient que les poils sur le pubis sont nécessaires. Quel est votre avis, Christian Jamin? Écoutez, j'ai beaucoup de mal à avoir un avis sur ce point parce que effectivement, j'ai des confrères qui prônent le fait de ne pas enlever les poils pour protéger l'orifice vaginal. Bon, c'est très difficile à prouver, mais effectivement, il y a des courants chez les médecins qui disent qu'il faut respecter les poils. Et puis d'autres qui disent que les preuves manquent. Alors là, pour ma part, j'ai pas d'opinion. Alors c'est vrai aussi que vous avez dit que le fait de retirer les poils du pubis faisait penser à une petite fille. Et j'ai connu des psychologues qui s'insurgeaient contre le fait d'enlever les poils parce que c'était pour eux une espèce de forme déviée de la pédophilie. Voilà, donc... Bon, par ailleurs, on sait que, par exemple, dans tous les pays d'Afrique du Nord, toutes les femmes ont le pubis épilé. Et je n'ai pas, à ma connaissance, entendu dire que c'était une forme de pédophilie. Mais ça a été dit. Mais c'est un peu ce que ça peut... vous voyez, je disais que j'avais eu un ressenti de malaise, mais par rapport envers moi-même, quoi. Oui. C'est tout à fait cette confrontation entre l'image et ce que j'étais moi qui n'allait pas, quoi. Il y avait quelque chose de pas cohérent, ouais. Et c'est plus que vous sentir nu, c'est vraiment ce corps n'est pas le mien, quoi. En tout cas, ce pubis à l'âge où j'ai n'est pas le mien, a été celui de la petite fille et ne peut absolument pas être celui de maintenant, quoi. Il y avait, ça m'a vraiment créé un malaise, quoi. Donc c'était ça. Et après, je croyais que moi, sur les expériences, les études qui avaient été faites, c'était prouvé qu'il était mieux, en tout cas, de garder quelques poils sur le pubis et que c'était comme une barrière antibactérienne. Bon, je sais pas si j'emploie les bons mots, mais... Sur la peau, c'est évident. Pour l'intérieur, c'est plus compliqué de l'affirmer.
parce que les poils, il n'y a pas de poils sur les petites lèvres, les poils sont quand même à distance de l'orifice. Et donc clairement, là, il est démontré que les femmes qui ont une épilation complète ont plus de problèmes dermatologiques dans cette zone-là, mais le fait que les poils protègent de la pénétration des germes dans le corps, bon, pourquoi pas, mais à ma connaissance, c'est pas prouvé. Dans les narines, on comprend très bien que ça protège puisque l'air est filtré par les poils, mais au niveau du vagin, je ne vois pas en quoi les poils filtreraient quoi que ce soit. Surtout qu'on n'a pas toutes, enfin les lèvres sont fermées, enfin je veux dire, elles sont fermées, elles sont pas, enfin le vagin n'est pas grand ouvert tout le temps. En plus, on a généralement quand même une culotte. Je veux dire. Normalement. Mais oui, mais vous savez, alors après, là, peut-être c'est
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous évoquons les poils, les cheveux en compagnie de Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue. Et nous avons Sandrine qui est avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour Brigitte, bonjour Christian Jamin. Bonjour. Oui, alors bon, moi d'un point de vue quand j'étais jeune, parce que je faisais de la natation, donc maintenant je suis jeune, mais bon, en rigolant, j'ai 50 ans, mais bon, j'ai toujours été habituée à m'épiler, mais je le faisais moi à l'époque avec le rasoir. Hein. Et au niveau du maillot, c'était pareil, bon, sauf le visage. Donc c'est quelque chose que voilà, et donc c'est vrai qu'on était jeunes. Bon, alors est-ce que c'est parce que c'était l'habitude et c'était impossible. Je veux dire d'aller à la mer ou peu importe, ou même aller à la piscine, si ça dépassait, c'était quelque chose pour moi que je trouvais ça relativement très moche. C'était la chasse aux poils. Voilà, c'était habitué comme ça. Et puis après, il se trouve qu'après j'ai arrêté, pour des raisons professionnelles. Et ce qui s'est passé, et ça je rejoins ce que vous avez dit, donc à 40 ans, donc une fois que j'ai eu mes 2 enfants, donc au niveau du pubis, si vous voulez, j'ai jamais fait un rasage intégral. Bon, je n'allais pas chez l'esthéticienne, c'est moi qui faisais ça avec le rasoir, bon point. Et quand j'ai eu mes 2 enfants, j'ai eu 2 césariennes, j'ai le souvenir d'une infirmière qui arrive et qui me dit, allez, intégral. Donc sur le coup, c'est vrai que donc j'avais fait le rasage intégral. Et à partir de là, je sais pas, j'ai eu du mal à un moment donné à je raser, mais j'avais du mal, je sais pas si c'était psychologiquement, je pense que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Bon. Et après, si vous voulez, j'ai eu une période où je me rasais plus, parce que plus j'allais plus à la piscine, j'allais pas à la mer, enfin voilà, par ma profession. Et un jour, j'ai la réflexion de mon mari qui me dit, oh là là, mais c'est une sacrée forêt. Alors, si vous voulez, sur le coup, il me dit, je ne suis pas habituée à avoir une forêt. Alors j'ai dit, oui, c'est vrai, effectivement, et en fait, il était habitué à ce que j'entretienne toujours ce côté, ce côté très féminin. Tout d'un coup, il était plus avec la même femme. Ouais, exactement. Et après, donc, par contre, j'ai fait une erreur. L'erreur que j'ai faite, c'est qu'après 40 ans, j'ai arrêté la pilule, donc j'ai stérilé. Et l'erreur que j'ai faite, j'allais chez l'esthéticienne, effectivement, parce que c'est dû à mon métier. C'est vrai que je suis agricultrice. On est amené à avoir une certaine force. Peut-être on a le corps qui change. Et un jour, elle me dit, oui, pourtant je suis très claire de peau. Ouais, je suis même blonde vénitienne. Elle me dit, ouh là là, vous avez la moustache, vous avez pas le menton. Et elle a commencé à m'épiler. Et là, j'ai fait une grosse erreur parce qu'en fait, si tu l'entretiens pas, ça repousse et c'est très pénible. Et moi, je m'en suis aperçue au moment du Covid. Parce que je passais pratiquement une bonne partie avec ma pince à épiler. Voilà. Voilà. C'était simplement l'horreur. Je dirais, j'aurais jamais dû, j'aurais dû rester avec ce petit duvet finalement qui n'était pas disgracieux. Et en fait, à partir du moment que j'ai commencé à faire ça au niveau du visage, et là j'ai continué à entretenir. On est tout de même obligé de l'entretenir parce que les personnes, que ce soit la famille ou mon mari ou mes enfants. C'est vrai que le duvet chez une femme, si ça se voit un peu trop, c'est très disgracieux actuellement par rapport encore une fois à notre culture. Moi, j'ai pas de jugement, mais une femme à moustache, c'est pas le critère féminin par excellence. Oui, ça dépend des cultures. En effet, il y a des cultures. Je crois que alors peut-être que c'est pas vrai, mais il y a un proverbe qu'on attribue à l'Italie, c'est femme poilue a toujours plu. Et donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais toujours est-il qu'il y a des cultures où le poil a plutôt donne plutôt une attirance sexuelle, et dans nos sociétés, c'est plutôt l'inverse. Alors, l'explication, c'est que le nord de l'Europe est actuellement fait partie d'un attrait des peuples d'autres pays, on en parle beaucoup en ce moment, et ce qui fait que si on veut s'intégrer, le poil parfois est mal vécu.
Mais il faut se rassurer, hein, Sandrine, bientôt, ce sera mieux d'être noir que blanc, donc on pourra être poilu. Ça va être très compliqué. Alors, il va falloir que je prenne de bombes. Vous savez, on a des animaux, quand on les prépare pour un concours, on leur met des bombes. Il va falloir que je mette une bombe noire. Oui. Bombe, alors, chocolat, on va dire, plutôt. Alors, pour bronzer. Commencez par chocolat, d'abord. Voilà, chocolat. Pour que votre mari s'habitue, sinon il va prendre peur. Oui, parce que la peau rouquine que j'ai, ça va être compliqué. Mais par contre, je n'ai jamais fait de nudisme, mais c'est quelque chose que j'aurais tant voulu faire. Bon, après, parce que mon mari n'aime pas ça. Bon, mais par contre, je trouve jolie une femme, je dirais à la rigueur, bien cachée. Enfin, alors, c'est ce que je comprends pas, c'est qu'une femme à maillot, je ne supporte pas le poil qui sort du maillot. Et par contre, si je faisais du nudisme, je pense que je me raserais pas. Ou je ferais quelque chose d'assez propre, on va dire, plutôt. Oui, il y a mille. Je suis payé pour le voir, si je puis dire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 1000 façons de s'épiler au niveau du pubis. Il y a le ticket de métro, là, l'imagination ne manque pas. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de. Il y a une question peut-être qui peut intéresser aussi beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a les cheveux qui deviennent blancs ou gris? Bon, alors là, je dois dire que c'est pas du tout mon domaine et c'est Comment ça? Mais je connais. Vous saviez tout. Je sais tout sur la pousse des poils, mais après, là, on rentre dans des problèmes de dermatologie. Moi, mon métier, c'est les hormones. Donc, je sais pourquoi les poils poussent, je sais pourquoi ils ne poussent pas, mais pourquoi ils changent de couleur, ça, en dehors du vieillissement. Parce que même sur le pubis, ils deviennent blancs. Oui, bien sûr. Et aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Sur le corps aussi, ils deviennent blancs, oui. Est-ce que il y a des cellules qui sécrètent des substances comme la mélatonine qui colore le poil. Bon, mais là, il faudra demander à un spécialiste. Je ne sais pas répondre. Peut-être que parmi tous ceux qui nous écoutent, il y a quelqu'un qui connaît la réponse, qui nous appelle. Mélanine, j'ai dit mélatonine, mélanine, pardon. Bon, vous inquiétez pas, on ne va pas vous contredire, Sandrine. Oui. Parce que les animaux, si je ne m'abuse, ils n'ont pas les poils qui deviennent blancs, Sandrine. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on a c'est en fonction de la tonte. Il y a des bombes où le blanc, on va essayer de le. D'accord. Parce que quand il y a eu une cicatrice, le poil repousse blanc, c'est ça? Oui, sur un animal, si je. Oui. Et après, pareil j'avais un animal qui avait un poil gris. C'est rigolo parce qu'on la reconnaissait parce qu'elle avait une tête avec le poil qui avait gris. Mais il n'y a pas. Pardon. Oui. Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que la femme est la seule à avoir une ménopause. Donc ça veut dire qu'on vit suffisamment longtemps pour avoir une ménopause. Donc la durée de vie des animaux par rapport à leur génétique est probablement très inférieure à celle des hommes qui vivent longtemps parce qu'ils mangent bien, parce qu'ils s'entretiennent, parce qu'ils ne sont pas chassés, parce que... Bon, voilà, donc... alors, pourquoi les animaux n'ont pas le poil blanc? C'est peut-être parce qu'ils vivent en relation relativement moins longtemps par rapport à leur espèce. Mais c'est à vérifier. Oui, parce que après, le poil peut se ternir. Enfin, quand l'animal vieillit, elles n'ont pas le même... Bon, elles ont un poil peut-être brillant, mais on voit que ce n'est pas un poil fin. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas le terme. C'est elles ont un poil qui la qualité du poil est moins bonne. Et presque, est moins bonne. Mais bon, après, c'est parce que quand on fait des concours, on aime bien ressortir. Après, ça dépend des races. Après, il y a des personnes sur une autre race, donc d'animaux. Ça, je trouve ça jeune. Je me rappelle, jeune, on mettait des bombes pailletées. Donc, par rapport à d'autres races d'animaux, on le faisait pas, mais celles-là, si. Alors, elles étaient très jolies, elles étaient toutes pailletées, dis donc, elles étaient encore même plus belles que nous. On pourrait lancer la mode pour le pubis aussi, hein. Ce serait des petites paillettes. Des petites paillettes, ce serait joli. Oui. Pourquoi pas. En tout cas, merci Sandrine d'avoir réagi. On continue avec vous, bien sûr. Vous avez des questions à poser, vous avez envie de donner votre avis, vous nous appelez au 0826 300 300. Et puis, avant les infos, il y a bien sûr la devinette. Vous la connaissez peut-être, celle-là. C'est Victor Hugo qui fait la
la cour à une jeune femme et celle-ci lui répond: mais maître, mon cœur est déjà pris. Si vous connaissez la réponse, vous pourrez nous la donner après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christian Jamin, nous évoquons les poils, les cheveux, et puis vous avez bien sûr la possibilité de réagir. Est-ce que vous êtes pour, contre la mode du pubis rasé, même si c'est un petit peu en train de bouger, mais pour l'instant c'est encore cette mode-là qui prédomine. Christian Jamin est avec nous. Je rappelle que vous êtes gynécologue, endocrinologue. Les pubis rasés, c'est la majorité, j'imagine. Disons que le pubis foisonnant est devenu rare. C'est-à-dire qu'il y a maintenant de la culture du pubis, avec plus ou moins drastique, mais effectivement, on voit de moins en moins de vulves à l'état naturel, de pubis à l'état naturel. Alors, avant de donner la parole à Arnaud, qui va nous donner son avis en tant qu'homme, Victor Hugo fait la cour à une jeune femme. Celle-ci répond: mais maître, mon cœur est déjà pris. Alors, qu'est-ce qu'il répond, Victor Hugo? Moi, j'aurais répondu: c'est pas grave, je suis pas jaloux. Elle est pas mal, sa réponse à Victor Hugo. Il paraît que c'est vrai en plus. Je ne visais pas si haut. Voilà, je la trouve pas mal. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut se permettre ce genre de réplique. C'est très joli ça, oui. Hein, mon cœur est déjà pris, je ne visais pas si haut. J'adore. Je vais lui emprunter. J'étais sûre qu'elle allait lui emprunter. Mais attention, parce qu'une réplique pareille, peut-être que ça peut vous valoir des ennuis. Moi, je vous aurais prévenu. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est joli, je ne visais pas si haut. Effectivement, Victor Hugo, que j'aime beaucoup. Je ne savais pas capable de sortir des c'était un homme à femme extraordinaire. Il a eu énormément de maîtresses et il avait une activité sexuelle extraordinaire jusque pratiquement la fin de sa vie. Et il a vécu très vieux. Il n'a pas eu de problème d'érection. Non, ça a été un homme, un homme à femme. C'était aussi un grand humaniste, mais c'était un homme à femme sans aucun doute. Ok, vous me l'apprenez. Et voilà. Alors dites-nous, vous préférez à poil ou sans poil? Avec, certainement. Donc du coup, j'ai 33 ans et contraint de devoir expliquer à chaque compagne que c'est toujours un peu délicat aussi dès le début de dire finalement moi je préfère avec. Mais je suis un peu consterné de voir aussi que beaucoup de jeunes de mon âge qui sont avec un rasage intégral, et au final elles ne savent vraiment pas pourquoi. C'est juste que la plupart des gens le font, et du moins les femmes, et le problème c'est qu'en plus elles n'y ont même pas réfléchi. C'est juste qu'elles se disent que si jamais elles laissent, elles vont passer comme étant entre guillemets pas à la mode ou je pense qu'il y a cette notion d'hygiène, me semble-t-il, mais encore une fois, ce serait que les femmes réagissent. Je pense que les femmes pensent que c'est hygiéniquement nécessaire de s'épiler à cet endroit-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian. Je n'ai pas d'opinion. Je pense que chacun ses goûts. Là, c'est pareil. Il y a des la pilosité donne à la vulve ou à cette région un aspect mystérieux. C'est noir, on ne voit pas. Alors que quand on est épilé, on a une vision anatomique beaucoup plus précise, si je puis dire. Et donc, je pense que les deux existent. Il y a des gens qui préfèrent garder le mystère et d'autres qui veulent la vie en détail, si je puis dire. Il y a vraiment chez moi la notion d'enlever cette part sexuelle à partir du moment où on enlève les poils. Vraiment, j'ai l'impression de repasser sur quelque chose simplement de la peau. Et alors que quand il y a des poils, il y a vraiment un aura, je trouve, sexuel, quelque chose qui est pour moi entre guillemets très érotique, oui. Ouais, très attirant, et j'y trouve beaucoup de plaisir, mais même vraiment pas simplement je sais pas moi, un brésilien ou quelque chose. Moi je trouve que au contraire, quand vous aimez qu'il y ait des poils. Est-ce que vous avez tendance, comme certains hommes justement, à tisser un peu les poils du pubis avec vos doigts quand Alors non. Non, parce que je sais qu'il y a des hommes qui justement aiment les poils parce qu'ils aiment. Je
Je pense qu'en tout cas, chez moi, c'est je dirais que ça éveille une certaine forme d'animal et quelque chose de très, une forme d'animosité comme ça. Ça fait partie des éléments qui pour vous, font penser que c'est une femme sexuellement désirable. Oui. Ouais, bien sûr. Après, pour la pilosité sous les bras ou sous les jambes, ça me fait pas le même effet, certainement, mais même si je suis sorti avec des filles qui avaient avec un peu de poils sous les bras, etc., où elles n'étaient pas très à jour, mais je trouve que, en tout cas, ça me dérange pas trop. Après, bien sûr que ça attire toujours l'œil parce que ça fait différent. Une fille qui a du poil sous les bras ou sur les jambes, ça crée toujours une forme de différence. Mais alors, c'est intéressant parce que est-ce que vous avez connu des femmes donc qui gardaient leurs poils sous les aisselles et sur les jambes, mais qui en revanche avaient le pubis épilé? Non, d'accord. Ah non, jamais. Ouais, il y a quand même une logique alors. Je crois qu'on laisse d'abord ses poils pubiens et ensuite on laisse les bras on laisse ses poils sous les bras ou sur les jambes. Et est-ce que vous avez remarqué si aujourd'hui, puisque j'entends dans les courants féministes actuels, il y a un courant anti-épilation. Vous avez remarqué ça ou pas? Vous qui avez un âge... Bien sûr. Oui, je crois que c'est une forme de combat idéologique, mais je suis d'accord, mais je pense que c'est aussi un peu comme pour rééquilibrer une forme de devoir qui a été fait de s'épiler, etc. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais tout le monde le fait, donc on le fait. Mouvement féministe arrive, donc du coup on se dit on va entre guillemets prendre une autre part sur ce conflit-là pour un peu rééquilibrer, faire un peu comme une sinusoïde. Mais je trouve que au final, bien sûr que chaque personne est libre de faire comme elle est, mais je trouve que quand on se rend compte que au final on s'épile sans vraiment savoir pourquoi, pour vraiment être parfait dans le premier rendez-vous, etc. Je trouve que c'est un peu dommage de finalement contraindre la personne pour ne pas avoir une certaine de mauvaise image, de devoir s'épiler, etc. Parce que moi je trouve qu'en tout cas vraiment, il y a aussi chez moi, au moment de la rencontre, le besoin de rassurer la personne en disant non mais vraiment j'aime bien, pas de soucis, etc. Et ça m'embête dans les premiers débats de devoir en parler et de dire si tu peux effectivement, et ça m'embête qu'on parle déjà de ça, mais vraiment pas de soucis quoi. Oui, vous préférez qu'il y ait des poils, mais vous êtes ouvert, vous n'êtes pas alors, dans l'obligation de faire l'amour uniquement avec des femmes qui ne seraient pas épilées. En revanche, Christian Jamin, vous entendez plutôt les femmes se plaindre de leurs poils que le contraire, on est bien d'accord. Moi j'entends très peu parler des poils pubiens, ça c'est même pour ne pas dire jamais. Parce que ça appartient à chacun et à chacune, ça appartient à une image corporelle. Moi, je vois des gens qui considèrent que le fait d'être poilu quand on est une femme est une maladie. Et d'ailleurs, ça peut l'être. C'est-à-dire que ça peut être le marqueur d'une manière générale, un excès de poils vient d'un excès d'hormones mâles ou de sensibilité aux hormones mâles. Je m'explique, c'est-à-dire où vous avez une anomalie du fonctionnement ovarien et vous avez trop d'hormones mâles. Alors on parle d'une maladie qui est très à la mode, qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça fait pousser les poils parce qu'il y a plus d'hormones mâles fabriquées par l'ovaire. Mais c'est pas la cause la plus fréquente. La cause la plus fréquente, c'est d'avoir des hormones normales, mais la peau trop sensible aux hormones mâles. Et on a pu étudier la génétique du bulbe pileux et voir que le bulbe pileux d'une Irlandaise, d'une Chinoise et d'une Portugaise ou d'une Turque ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes systèmes de régulation. Donc, moi, je vois énormément de femmes qui viennent parce qu'elles veulent savoir, elles sont persuadées qu'elles sont malades. Elles sont pas malades. On est tous différents les uns des autres. Et quand on mesure 1m80 ou quand on mesure 1m60, on a la même hormone de croissance. On a simplement une sensibilité différente. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui différencie les individus.
Bon, il y a les maladies, mais c'est rare. Mais il y a surtout la sensibilité aux hormones qui fait qu'avec les mêmes hormones, il y a des femmes qui ont des gros seins et des femmes qui ont des petits seins. Il y a des femmes qui sont poilues et des femmes qui ne sont pas poilues. Il y a des femmes qui sont grandes et des femmes qui sont petites. Ce ne sont pas des maladies qui font la différence. C'est la génétique. Mais sur le plan génétique, quand même, les hommes sont généralement plus poilus que les femmes. Oui, parce qu'ils ont plus d'hormones mâles. On est bien d'accord. Mais il y a des hommes plus poilus que d'autres avec les mêmes hormones mâles. Oui, c'est-à-dire qu'un homme poilu n'est pas plus viril qu'un... Non, mais moi je suis blond et pas trop poilu, alors non, ne mettez pas ma virilité en doute. Nous n'oserions pas, voyons, Christian Jamin. En tout cas, merci Arnaud d'avoir réagi. Ça fera du bien aussi à certaines femmes de savoir qu'il y a des hommes qui préfèrent un peu de pilosité au niveau du pubis. Merci Arnaud. Sans hésiter, je tiens à rassurer toutes les femmes. Merci beaucoup Arnaud. Allez, on fait une petite pause sur Sud Radio, puis vous pouvez nous appeler vous aussi 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. On continue à évoquer les poils avec ou sans poils. Vous témoignez sur Sud Radio 0826 300 300. Et c'est Christian Jamin qui est avec nous, gynécologue, endocrinologue. On sait qu'il y a quand même un lien entre les hormones et les poils. Donc il pourra répondre éventuellement à vos questions. C'est le moment ou jamais parce qu'on n'a pas souvent abordé ce genre d'émission, ce genre de sujet dans cette émission. Hassen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous vouliez parler justement de la question de la pilosité du pubis, hein ? Voilà, la pilosité du pubis et également la pilosité générale, enfin le rapport de la pilosité générale vis-à-vis de l'homme, parce qu'on parle beaucoup du sexe féminin, mais peu du sexe masculin, je trouve. Eh bien, on va en parler avec vous. Au rapport au poil, voilà. Donc, c'était pour dire que... déjà, par rapport à un homme, il n'a pas la même pilosité en fonction de l'âge et en fonction de son avancement, de son vieillissement, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé un peu surprenant, après je vais y revenir par rapport au public, c'était que, par exemple, moi, j'avais pas de poils dans le dos quand j'avais 20 ans, 30 ans. Et puis là, ça commence à apparaître. Donc je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à l'évolution du poil ? Alors, d'abord, effectivement, la pilosité met longtemps à apparaître. Au début, elle est discrète. Par exemple, les jeunes hommes se rasent moins souvent que les hommes plus âgés. Et alors, en fait, c'est une espèce de courbe de Gauss, c'est-à-dire que ça augmente avec l'âge, et puis à partir d'un certain âge, ça commence à décroître. Parce que comme le bulbe vieillit. Mais c'est vrai que, alors c'est un petit peu compliqué, mais les hormones mâles auto-induisent l'efficacité des hormones mâles. On peut dire ça comme ça. Et donc, avec le temps, le processus se développe jusqu'au moment où il arrive à son acmé, puis il rediminue. D'accord, parce qu'effectivement, je constate également que j'ai des poils qui apparaissent dans les oreilles que j'avais jamais, quoi. Et c'est quelque chose d'un peu surprenant. Je me dis, tiens, jusqu'à où ça va évoluer, comment Mais c'est vrai, maintenant que vous le dites, Hassen, on remarque chez des hommes assez âgés des poils dans les oreilles. On ne le remarque pas chez des jeunes hommes. Alors qu'à 20 ans, j'en avais pas. Et moi, je pensais qu'à 20 ans, ma pilosité, c'était terminé, quoi. J'aurais pas plus, pas moins. Vous en avez marre d'entendre des bêtises, donc il y a des poils pour filtrer les bêtises que vous entendez. Après, par rapport au poil du pubis, j'ai essayé une fois, je me suis rasé et ça a été horrible parce que, enfin, par rapport aux testicules, au frottement et tout ça. Et j'ai l'impression que sur cette zone-là, les poils ont quand même une nécessité d'éviter les frottements, peut-être, non, ou les irritations ou ce genre de choses. Parce que du moment où vous avez les testicules à nu, je trouve que c'est très désagréable, quoi. Mais écoutez, votre idée me séduit beaucoup. Parce que le cheveu, c'est évident que le cheveu c'est fait pour protéger la tête des chocs. C'est clair que et puis du soleil. C'est-à-dire que les hommes qui ont plus de cheveux sur la tête sont obligés de se protéger la tête et du soleil et des coups potentiels. Et donc, est-ce qu'on a des poils au zizi pour protéger le zizi ?
J'y avais jamais pensé, mais ça me séduit, c'est une bonne idée. Peut-être que tout ce qui est indispensable à la vie doit être protégé, donc le cerveau et la sexualité. Donc ça me va bien, ça me va bien. Et la barbe pour pouvoir manger correctement. Et après, il y avait juste un petit coup de gueule aussi par rapport aux poils ou aux cheveux. Ouais. C'est que je perds mes cheveux actuellement. Et j'entends, là, ça y est, je me suis rasé la tête. Par contre, j'entends régulièrement, mais va en Turquie, va te faire des implants ou va faire des trucs comme ça. Et je trouve que même venant de femmes, et je trouve que on a l'impression que c'est comme si maintenant c'était facile d'avoir, c'est pour se retrouver, enfin c'est mon avis, hein, mais avec un champ de poireaux sur la tête, c'est pas très intéressant, quoi. Mais je trouve que les hommes ont de plus en plus de mal également à s'assumer par rapport à la mode. Un homme qui a pas de barbe, ben c'est pareil, parce que c'est la mode en ce moment d'avoir de la barbe. Ouais. Donc on va lui dire, tiens, va faire. Je trouve qu'on trouve la facilité à travers la chirurgie et même plus forcément, on va dire, les influenceurs, parce que maintenant ils n'ont plus le droit de faire de pub pour la chirurgie, mais c'est vraiment l'entourage, quoi. Les gens autour, et puis je connais de plus en plus de personnes qui y vont. En me disant, mais tiens, pourquoi toi tu vas pas, quoi? Et je trouve pas, et ça devient limite anormal d'assumer sa calvitie. C'est par rapport à un vol en Turquie, je me comprends. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais enfin, encore une fois, vous avez raison. Si ça vous pose pas de problème, quel est le problème? Et si, mais vous savez, ça part toujours d'un bon sentiment de vous dire, va en Turquie ou je ne sais où pour te mettre des implants. Mais c'est certainement des personnes qui sont pas si bien que ça dans leur peau et qui donc pensent que vous êtes peut-être vous en souffrez, donc c'est pas bon. Je pense qu'au départ ça part d'un bon sentiment, mais c'est vrai que c'est pas très malin. C'est pas très. Oui, je suis bien d'accord. Ça voudrait dire ah bah oui, c'est vrai que t'es pas terrible comme ça. Tu devrais aller. Alors qu'en fait, moi je vois, un homme qui est chauve, c'est pas choquant. Oui, mais encore une fois, moi je suis très libéral. Si chez l'homme, on a la chance de pouvoir transplanter des cheveux qu'on peut dire éternels, c'est-à-dire ceux des côtés et ceux des mais s'il n'y en a plus sur le côté non plus... oui, mais ça, chez l'homme, c'est très rare. Oui, enfin, les hommes gardent en général une couronne autour de la tête, et donc ça lui donne une zone donneuse, et si on a envie de se faire transplanter des cheveux, moi, ça me choque pas, c'est... Non, mais moi non plus. Moi, ça me choque pas non plus qu'il y aille. Mais plutôt le rapport chacun soit libre. Oui, mais d'essayer de mettre tout le monde dans le même camp, c'est pas. Je suis d'accord avec vous, ça n'a pas de sens. Oui, et puis moi je voudrais aussi mettre un tout petit peu en garde contre la chirurgie esthétique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dans certains pays, parce que c'est vrai que c'est moins cher. Je crois qu'il y en a en Tunisie, il y en a, vous parliez de la Turquie, la Seine, il y a d'autres pays. Attention, parce que sur certaines chirurgies, on ne sait pas trop. Et il y a surtout parfois pas de recours s'il y a eu un problème, si ça a été pas très bien fait ou je ne sais quoi. Donc attention. Toujours pareil, le low cost a ses avantages, mais a aussi beaucoup d'inconvénients. Je trouve que c'est peut-être bien de le rappeler. Non, Christian Jamin. Oui, tout à fait. C'est vrai aussi pour les frais dentaires, c'est vrai pour beaucoup de choses. On peut aller se faire soigner dans des pays à bas coût, mais ce qui compte, c'est la qualité. Ben oui, parce que sinon... et puis c'est surtout l'après-coup, si je puis dire. Ouais. Bon, écoutez, Hassen, sinon vous prenez les poils de vos oreilles et vous les mettez sur votre crâne. Il n'y en a pas assez. C'est les oreilles sont trop petites. Maintenant, pour revenir sur les poils pubiens, il est possible aussi que quand vous vous êtes rasé, ça a irrité un petit peu la peau et que c'est ça qui a été un petit peu douloureux. C'est possible aussi, mais ça, moi, j'en sais rien. Non, mais après, j'ai pas la prétention non plus d'être un as du rasoir, mais j'ai fait vraiment attention, et ça, surtout sur une zone pareille. J'ai envie de dire, là, j'ai pris mon temps et tout, et c'est vrai que c'était inconfortable parce que je vais aller un peu loin, mais ça collait, quoi. C'était vraiment désagréable. Et puis je mets pas de slip, donc forcément, je mets quand même des boxers, hein. Mais c'est vrai que c'était désagréable et j'ai trouvé ça à la limite irritant, ça suait, enfin c'était pas top, quoi, vraiment pas top. Et ma compagne a détesté, donc voilà. Oui, donc ça faisait coup de poulet. C'est ça. Ah oui, l'image est bien trouvée.
Et puis après, vous vous prenez pour des coqs et puis on s'en sort plus. Non, c'est pas possible. Si on a des hommes qui sont comme vous ou au contraire trouvent que c'est juste une question d'habitude, qu'ils appellent et puis comme ça on aura peut-être une réponse sur Sud Radio avant 16h. Il reste peu de temps, mais pourquoi pas. Merci Hassen, en tout cas. Un love conseil, je vais revenir sur le pardon. On en a parlé hier avec une auditrice qui m'avait beaucoup touchée, donc j'ai voulu faire ce love conseil pour elle aujourd'hui. On va tester aussi un masturbateur pour hommes. Et puis vous continuez à réagir. 0826 300, à tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Christian Jamin, j'avais hier une auditrice qui a découvert une infidélité de longue date de son partenaire, de son compagnon qui vivait une relation parallèle, etc. Et la thérapeute lui a dit il faut pardonner. Et c'est vrai que le pardon c'est pas si facile. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce love conseil. En revanche, il est vrai qu'à un moment donné, si on veut donner une seconde chance à son couple, il faut arriver à pardonner ou en tout cas à accepter et passer outre et ne pas ressasser sans cesse. Mais d'abord, il faut du temps et donc de la patience. Et je voudrais juste aussi signaler que pardonner, ce n'est pas oublier ni effacer, mais c'est renoncer à punir ou à tout le temps reprocher à l'autre ce qui a été fait. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Mais la première phase, je pense, pour pouvoir pardonner, c'est qu'il faut qu'on soit sûr que l'autre a reconnu notre souffrance. Et souvent, ce qui nous empêche de pardonner, c'est que l'autre nie un peu notre souffrance. Souvent, d'ailleurs, parce qu'il se sent coupable et il évite justement de reconnaître notre souffrance. Après, il est quand même important de prendre sa part de responsabilité. Parce que de toute façon, on a une petite part de responsabilité. Soit on a été incompréhensif, soit absent, soit on n'a pas pu communiquer. Enfin bref, voilà. En revanche, si on a affaire à un partenaire, je reviens sur la question de l'infidélité, qui est totalement infidèle, c'est dans sa nature. Là, il ne s'agit pas de pardonner, mais il s'agit de savoir si on accepte qu'il soit comme ça, parce que de toute façon, il ne va pas changer. Et si on ne supporte pas ça, de toute façon, je pense qu'à ce moment-là, il est temps de comprendre qu'il est temps de mettre un terme à la relation. Ensuite, pardonner, c'est un doux mélange entre le renoncement à punir et un lâcher-prise par rapport à sa colère. Bien que la colère, elle est indispensable à un moment donné, parce qu'elle évite justement de tomber trop dans une souffrance qui nous fait déprimer. Donc c'est pas forcément mal d'être un petit peu en colère, mais il faut que la colère, elle soit dirigée pas contre le partenaire ni contre nous-mêmes. Il faut pouvoir la libérer. Donc ça peut se libérer par l'écriture, par le fait d'aller voir quelqu'un pour en parler, par pourquoi pas un art martial, enfin etc. En tout cas, après une épreuve ou un conflit, il y a toujours ces 5 étapes. On n'y échappe pas. La première, c'est le déni. Ensuite, c'est la colère. Ensuite, c'est le marchandage. Ensuite, c'est la tristesse ou la dépression. Et enfin, l'acceptation, parce que finalement, plutôt que de pardonner, ce qu'il faut, c'est accepter. Il manque un étage à votre fusée, la reconquête, sans parler de politique. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça... Moi, la dernière étape, pour moi, c'est la reconquête. Oui, mais là, je parlais de la personne qui a été justement, trahie. Il faut qu'elle pardonne. Oui, mais elle peut aussi, comme vous l'avez dit, reconnaître ses propres responsabilités et évoluer vers une reconquête de l'autre. Oui, ça, on voit bien que c'est un homme qui parle. Oui, personne n'en a jamais douté. Je ne ferai aucune allusion sur ce désir de reconquête. Bonjour Tom. Bonjour Tom, merci d'être avec nous. Alors voilà, le masturbateur pour hommes, on commence un peu à le connaître. C'est une sorte de cône qui s'ouvre. Je fais attention parce que j'ai vu Bénédicte tout à l'heure qui s'est retrouvée avec plein de liquide sur elle-même. Voilà, donc on l'ouvre et puis à l'intérieur, donc il y a une sorte de vagin artificiel évidemment. Ouais, tout à fait. Déjà, l'objet en lui-même, j'avais déjà vu ça dans des sex shops, tout ça, sans forcément m'y intéresser, m'y arrêter. Et puis voilà, c'est une petite, c'est 6 cm et demi de diamètre par 15 cm 5 de hauteur. La forme assez sympa pour la prise en main. Le design, le dessin, ça fait penser un peu à une balle de revolver, un petit peu, sur des stries. Donc quelque chose de bien masculin.
Voilà. Et par contre, avoir des bons yeux quand même pour lire un petit peu le mode d'emploi, tout ce qui peut y avoir marqué autour pour comprendre exactement ce qu'il faut faire. Pourtant, c'est quand on connaît, c'est facile, il suffit de retirer, il suffit de tirer. Et bon, effectivement, là, je viens de m'en mettre un petit peu partout, encore une fois. Donc, c'est très surprenant, effectivement, quand on ouvre, de voir le lubrifiant qui est comme ça. Et puis, j'essaie d'abord de mettre un doigt pour voir un petit peu la texture, un petit peu alvéolé, tout le reste. Et c'est vrai que c'est bluffant. Et du coup, je l'ai essayé, parce que c'était le but. C'était... Oui. Voilà. Sauf qu'au départ, je me suis dit, tiens, il y a une bonne succion, ça accroche bien. J'ai pas forcément peut-être compris comment ça fonctionnait, parce que en dessous, il y a une petite étiquette qui est marquée qu'on peut retirer et que c'est compatible avec quelque chose. Et je savais pas trop. Et puis à un moment donné, par curiosité, j'ai retiré. Et du coup, ça fait appel d'air. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus l'effet de succion. Ça y va, voilà, comme si on était en train de se masturber. Et ça fait des sensations différentes. Et alors, d'un côté, en haut, il vous marque en gros « Please remove the sticker placed on the air hole ». Mais si on comprend pas l'anglais, si on ne sait pas où c'est, on va rester. Et puis, ça va vraiment accrocher. Alors, ce qui va donner, à un moment donné, ça va donner un effet gonflant au vagin artificiel, comme une bulle. Ça peut donner un aspect aussi, comme des fois, des bruits comme sur une gorge profonde ou une pénétration anale par moment. On pourrait se dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Puis effectivement, dès qu'on le retire, c'est plus agréable. Et effectivement, les sensations sont plaisantes. Alors, j'ai pas pu aller jusqu'au bout avec, parce que je préfère largement un vrai vagin. Il y a rien à dire là-dessus. Ça, heureusement, sinon on serait inquiète, nous. Oui, alors vous inquiétez pas besoin d'être inquiète. Il y a pas de photo là-dessus. Mais c'est vrai que c'est agréable, c'est surprenant. C'est le mot que je dirais, surprenant. Et puis ça doit être très excitant, peut-être, de le faire à côté d'une partenaire qui est en train également de se masturber avec un god. Et puis on est à côté, comme un petit jeu, de se dire, on est chacun à voir peut-être qui va prendre son plaisir le plus rapidement, ou peut-être s'auto-masturber. D'un côté le god, d'un côté la partenaire qui tient le rolling tanga. Voilà, c'est vraiment vraiment sympa. En général, oui, on dit que les sensations sont quand même sympas. La question toujours que je me pose, je suppose que une fois que vous avez éjaculé dedans, il faut le jeter, quoi. Ça me paraît pas auto-nettoyant. Alors, ouais, tout à fait. Alors bon, comme j'ai pas éjaculé, ça va. Là, je l'ai refermé et finalement, je l'ai refermé. Puis voilà, le lubrifiant, il est encore là. Puis je me dis même qu'on pourrait peut-être en rajouter. Bon, après, il faut voir au niveau hygiène ce que ça peut donner tant qu'on n'a pas éjaculé. Après, je me suis renseigné un petit peu et qu'il y a des modèles qu'on peut réutiliser, donc des modèles sûrement plus sophistiqués. Voilà, mais pourquoi pas, voilà, c'est la première fois que j'utilisais vraiment un jouet comme ça, intime pour hommes, et non, agréablement surpris. En tout cas, ça vaut pas très cher, ça vaut 14,90 €. Moi, c'est franchement, les hommes qui offrent toujours des jouets pour leurs compagnes, etc. Moi, je suis le premier aussi. On peut s'offrir ça aussi, au moins. Puis on peut l'offrir à notre homme aussi, pourquoi pas. Voilà, mais tout à fait. Voilà. Mais de toute façon, maintenant que j'ai vu ça, je pense que la prochaine fois que j'ai des cadeaux à faire, je ferai ce genre de cadeau parce que je trouve ça marrant comme tout. Vos copains, ça a essayé. Oui. Ouais, tout à fait. Et puis vous le baptisez d'un prénom de fille et puis vous lui dites tiens, voilà, t'as du mal à trouver une fille, je te passe Alicia, vas-y. Exactement. Elle est très bien, tu verras. Bon, quelle note vous lui donnez à ce masturbateur Rolling Giro? Alors pour moi, je vais lui mettre 6,5. Je vais mettre 6,5 parce qu'effectivement, ça remplace pas un vagin. J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, mais ça vaut le coup. Peut-être pour d'autres, ça pourrait être une note plus grande, mais moi je lui mettrais 6,5. Mais moi, je serais curieux peut-être d'en tester d'autres. Voilà. En tout cas, ça m'a ouvert à l'occasion, si on en a d'autres à tester, on fera appel à vous, Tom. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, ce masturbateur Rolling Giro, de la marque Tenga, bien sûr. Vous le retrouvez sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Et puis, c'est Mélissa qui nous rejoint. Bonjour Mélissa. Bonjour à votre invité. Christian Jamin qui est avec nous. Alors, vous vous épilez depuis des années, Ah oui, depuis que je suis adolescente, ma foi. Ça se faisait pas trop à l'époque, mais bon, j'ai toujours trouvé que c'était plus hygiénique. Et puis, je sais pas, il y avait une certaine excitation à le faire à l'époque. Et puis, aujourd'hui, je le fais plutôt sous forme de jeu. C'est-à-dire que je laisse un peu pousser et je demande à mon partenaire de s'en occuper. Et il aime beaucoup ça. Il trouve ça très rigolo. C'est au niveau du pubis, aussi, que vous évoquez. Alors, ce qu'il faut savoir, parce qu'on a entendu plusieurs fois le terme hygiénique, ce qu'il faut savoir que sur le plan de l'hygiène, il est évident que le poil retient un peu les odeurs, la transpiration. Donc, mais si on se lave le pubis, a priori, il n'y a pas de problème d'hygiène d'avoir des poils.
Non, c'était pas dans ce sens-là. Non, mais je pose la question à Christian Jamin pour tout le monde, parce que. Alors, je vais vous étonner, Christian Jamin, il incite les femmes à se laver plutôt moins, parce qu'il y a beaucoup de, par exemple, de mycoses. Oui, mais je parlais du pubis, là. Oui, mais il y a toujours de l'eau, du savon qui rentre à l'intérieur. Enfin, c'est possible. Donc, il faut ne pas abuser des soins, parce que ça favorise le déséquilibre de la flore, et donc ça favorise effectivement des désagréments comme ce qu'on appelle les vaginoses ou les mycoses. Donc il faut trouver le bon équilibre. Se laver, mais pas trop. Alors vous parliez d'une question hygiénique, c'est-à-dire alors, Mélissa? Non, pour moi, je dis quand l'autre, je sais pas, moi, c'est comme quand je fais une fellation à mon homme, j'aime pas trop avoir plein de poils dans la bouche, quoi, c'est juste ça. C'est désagréable par rapport à ça. Mais par contre, je rejoins tout à fait Christian Jamin, parce que j'ai des copines qui ont toujours des problèmes vaginaux, et effectivement, c'est le grand nettoyage à chaque fois, elles s'étrillent, c'est plus du nettoyage. Et je leur ai dit, mais arrêtez, c'est naturel, il y a des choses qui se font naturellement, il faut rester propre, effectivement, pour limiter les odeurs, mais il faut pas faire le grand nettoyage chaque fois, parce qu'elles ont des problèmes en pagaille. Surtout que le vagin est auto-nettoyant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans le vagin, il y a un germe qui s'appelle le lactobacille, qui, par son acidité, empêche le développement des autres germes. Et quand on fait rentrer à l'intérieur du savon, de l'eau de mer ou de l'eau avec du chlore, eh bien, ça déséquilibre la flore et ça favorise les troubles qui ne sont pas des maladies sexuellement transmissibles. Oui, c'est vrai. Tout à fait, je suis complètement d'accord. J'en ai jamais eu d'ailleurs, donc ça veut dire que je dois faire ce qu'il faut. Voilà, se laver mais pas trop. Exactement, tout à fait. Puis bon, une odeur de feu, enfin il y a des odeurs qui sont naturelles quand même. Il en faut un petit peu. Une personne complètement aseptisée n'est pas, je trouve que c'est pas très excitant non plus. On est du même avis. Alors bon, ça c'est encore une fois très très subjectif. Il y a des personnes qui ont un odorat très très développé, il y a des personnes qui ne supportent pas, mais c'est vrai que c'est aussi une question de pudeur, et très souvent lorsqu'on est dans une sorte d'hygiène excessive, ça traduit quand même une difficulté à accepter la sexualité dans son animalité, et la sexualité c'est quand même aussi de l'ordre de l'animalité, de la pulsion. Si on veut faire l'amour sans être du tout gêné par la moindre odeur et la moindre transpiration, il faut prendre des objets à ce moment-là. Oui, ça va être compliqué effectivement. Oui, non, c'est important, le bruit, tout, enfin tout participe. Et croyez-moi, moi j'ai un odorat de chien de chasse. C'est bon, je trouve que c'est, pour moi en tout cas, pour ma part, moi je trouve que certaines odeurs sont excitantes et participent à la montée de l'excitation. Voilà. Tout simplement, mais comme vous dites, c'est personnel. Je pense que beaucoup d'hommes diraient la même chose que vous, je pense. L'homme, plus particulièrement, est sensible aux odeurs. Mais il faut insister sur le fait que beaucoup des problèmes de base, on ne parle pas des maladies sexuellement transmissibles, viennent d'un excès d'hygiène plutôt que l'inverse. C'est une évidence. C'est vrai, là je suis complètement d'accord avec vous, parce que moi, dans mon entourage, c'est ce que j'ai entendu plusieurs fois, et je leur ai conseillé, parce que vous êtes en train de dire très justement. Tout à fait. Et donc vous suivez votre homme à la trace comme tout chien de chasse qui se respecte. Ah mais rien que son odeur, c'est sûr que c'est l'odeur qui fait tout. Enfin pour moi, oui, pour moi c'est comme ça, oui. Donc peut-être que j'ai un côté masculin relativement développé, je ne sais pas, mais c'est important. Je crois. C'est juste que elles se rendent pas compte. Mais regardez le nombre d'amoureuses quand l'homme est parti, qui renifle l'oreiller, qui renifle. On est bien sûr qu'on est aussi des êtres qui ont un odorat, évidemment. Vous parliez de l'animalité, la sexualité animale est basée sur l'odorat. Oui. Surtout. Et donc, j'ai écrit des théories sur la perte de l'odorat par la verticalisation humaine et qu'on l'a remplacée par la vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les humains sont excités par la vue, mais il ne faut pas oublier l'animalité de base. Et d'ailleurs, il paraît, je ne sais pas si vous l'avez lu, cette enquête, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, j'avais lu ça, j'avais
trouvé ça assez étonnant. Quand des femmes sont dans une douche collective, si un homme rentre, instinctivement, elles vont se cacher les seins et non pas le pubis. Ah oui. Ce serait donc ancestral, paraît-il. Mais bon, c'est peut-être à vérifier, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais lu et j'avais trouvé assez curieux, alors que les hommes, en effet, vont se cacher le pubis. Ah oui. Mais si on était à 4 pattes avant, évidemment, on n'avait pas à se cacher le pubis. Enfin. Merci Mélissa. Merci. Mais avec grand plaisir. Une petite pause et on va conclure avec Fabrice, je crois. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue, endocrinologue. Je crois qu'on en a dit pas mal sur les cheveux, sur les poils. C'est surtout sur les poils pubiens. Et on va revenir avec Fabrice d'ailleurs, qui est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors, votre femme a fait une épilation définitive, c'est-à-dire avec... Mais en fait, ma femme, pendant des années, se rasait. Oui. Et puis, un jour, elle en a marre de se raser. Et alors, bon, c'est la chance qu'elle n'avait pas une pilosité importante. Et puis, elle a voulu faire l'épilation définitive et c'est un pur bonheur. D'accord. Et donc, elle est heureuse et vous aussi? Ah ouais, ouais, déjà, je trouve que le sexe féminin, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est super beau. Mais là, c'est très joli. C'est très joli. Et oui, parce que le problème de se raser, c'est que quand les poils repoussent, c'est désagréable, ça pique. C'est ça, voilà, c'est ça. Ça peut faire des petits boutons. Alors que là, elle est tranquille et non, c'est un pur bonheur. Puis esthétiquement parlant, c'est très joli. D'accord, donc vous étiez, de toute façon, vous étiez tous les deux avec ce désir-là, donc il n'y a rien à dire. Oui, en fait, moi, je l'ai toujours connu, elle s'est toujours rasée, donc voilà, j'ai connu ma femme avec des poils. Alors déjà, c'est quelque chose que personnellement, je n'apprécie pas trop. Et c'est vrai que oui, ça la rend encore plus belle, quoi. Puis voilà, c'est tout le temps doux, vous n'avez pas cette sensation quand ça commence à repousser un peu, Oui, bien sûr. Là, vous parlez comme un homme qui aime les pubis rasés. Et tout à l'heure, on entendait Arnaud qui aime les poils. Tous les goûts sont dans la nature. C'est ça, exactement. Comme on dit, il en faut pour tout le monde. On est bien dans le problème de la vue, parce que vous aimez le spectacle et les détails de ce que vous voyez, et d'autres préfèrent le mystère du poil qui cache la forêt, si je puis dire. Mais il a parlé du toucher aussi, Fabrice, il me semble. C'est vrai. Ah oui, c'est sûr qu'au toucher, moi déjà, je suis admiratif. Je dis, c'est un truc extraordinaire, quoi. Déjà, je trouve ça très joli, c'est quelque chose de très sensuel. Et c'est vrai qu'on est très proche, en tout cas, du cunnilingus. Et c'est vrai que c'est une vision qui est extraordinaire. Et vous vous êtes épilé ou pas? Alors moi, je m'épile pas, mais je me rase. Parce que c'est pareil, en fait, j'aime pas les poils, donc... D'accord. Alors si j'ai été courageux, j'irais peut-être faire ce qu'elle a fait. Mais bon, quand elle me racontait un peu ses séances, elle a été courageuse quand même. Mais oui, non, moi je sais que même pour moi, les parties génitales, je les épile, les bras, c'est très très court. Parce que là, j'aime pas le poil. Donc vous vous épilez même les bras? Alors je rase très court, ouais. Mmh. Ouais, puis voilà, sous la douche, c'est vite fait. Donc, Oui, et puis après, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de... Voilà, puis si vous voulez, même pour elle, je me dis, moi je sais que j'aime bien le cunnilingus, comme elle aime bien la fellation, donc je me dis que même pour elle, je pense que c'est plus agréable de ne pas avoir de poils que... au moins de ce côté-là, sauf qu'on est quand même moins gêné lors d'une fellation par des poils que lors d'un cuni. Oui, mais moi, ça me gênerait, oui. Oui, mais puis vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux, donc tout va bien. Ouais, non, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose que je dis, je trouve ça très très beau, quoi. Puis je vous dis, voilà, au toucher, c'est doux, il n'y a pas cette sensation quand ça repousse. Et donc elle s'est épilée à l'électricité? Alors elle a été dans un institut spécialisé qui est très connu. Alors je ne sais pas si on peut dire le nom ou pas, mais... Bon, c'est peut-être pas forcément utile, c'était juste la manière définitive de s'épiler. C'est par pulsion, ou je sais pas quoi, je sais pas comment c'est, mais...
Bon, c'est pas grave. Elle a fait ça, je crois que c'était une dizaine de séances, je crois. Et ça coûte un peu d'argent, j'imagine aussi. Oui, ça coûte. Mais c'est pour ça que je lui ai dit, écoute, ma chérie, tu veux le faire, je te l'offre. Ah bah vous pouviez, parce que vous en avez profité visiblement. C'est vous qui vous en servez, si je puis dire. C'est ça. Je vais te faire un petit cadeau, en fait. Ah bah oui, on se demande à qui profite le crime, si je puis dire. J'ai été grand seigneur, en fait. On est bien d'accord. Bon, merci de ce témoignage. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Et alors, je pense que ce que je voudrais dire en conclusion personnellement, n'hésitez pas à communiquer sur la question, parce que ce serait dommage que vous restiez avec quelqu'un qui a des poils ou qui en a pas et que vous préférez le contraire. N'hésitez pas à en parler entre vous, parce que ce serait dommage, tant qu'à faire. Chacun peut s'adapter peut-être un petit peu à l'autre. Alors, finalement, on avait lancé plutôt sur les cheveux, les poils, enfin, je sais pas le nom, les poils, et puis finalement, on a été directement au pubis. Oui, alors je suis ravi et très très stupéfait par la tournure de l'émission. Parce que moi, ma vie, si je puis dire, c'est de voir des femmes traumatisées, malheureuses, qui ne supportent pas leurs poils, qui sont terrorisées à l'idée de perdre leurs cheveux et qui sont prêtes à tout, les traitements, et là, on n'a parlé que de plaisir. Pour moi, professionnellement, le poil, c'est pas un plaisir. Alors que là, on a été dans le plaisir, alors que moi, je le vis quotidiennement par le traumatisme. Alors ça m'a surpris et je m'attendais à avoir des tas d'explications pour rassurer, pour expliquer, pourquoi certains sont poilus, d'autres pas, pourquoi certains perdent leurs cheveux, d'autres pas. Et là, on est sur le pubis, et le pubis, c'est le lieu du plaisir. Et on n'a pratiquement ou pas du tout eu de problèmes médicaux. Non. Tant mieux. Et alors justement, puisque peut-être que ça concerne... Alors on sait malheureusement que la chimiothérapie fait perdre les cheveux, mais sinon, il y a beaucoup de femmes qui perdent leurs cheveux. Il y a beaucoup de femmes qui sont malheureuses par leur perte de cheveux. Il y a beaucoup de femmes qui sont malheureuses par une pilosité qu'elles trouvent disgracieuse, même si moi je ne la vois pas, parce que c'est une espèce de... il y a un mot très savant qui s'appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'elle se déteste elle-même pour quelque chose qui n'est qu'une phobie. Donc... mais là c'est encore une fois plus de l'ordre de la psyché. Oui, mais moi à force de le vivre, j'ai l'impression que c'est naturel. Mais en réalité, ce qu'on a entendu aujourd'hui montre que, Dieu merci, la majorité des gens vivent le poil sous l'aspect du plaisir, alors que je m'attendais, moi, à avoir une émission, je dirais, plus difficile et médicale. D'accord. Mais alors, la femme qui perd ses cheveux, c'est dû à quoi ? C'est avec l'âge ? Donnons l'information, puisqu'on a si je sais répondre à votre question, j'ai le prix Nobel immédiatement, et on m'a pas encore contacté. En fait, la grande majorité des chutes de cheveux, alors bon, il y a des maladies, la pelade, il y a des tas de choses comme ça, mais la chute de cheveux féminine, qu'on appelle la chute de cheveux diffuse féminine, est d'origine totalement inconnue. Alors bon, il y a des problèmes de thyroïde, il y a des problèmes de fer, mais dans la grande majorité des cas, on ne trouve rien et on ne sait pas pourquoi beaucoup de femmes ont cette perte très diffuse qui n'est pas la même que celle de l'homme. Et donc, oui, parce que quand les femmes perdent leurs cheveux, elles perdent leurs cheveux sur toute la surface du crâne. Et donc les cheveux deviennent fins, diminuent de leur densité, mais la différence avec l'homme, c'est que ça touche la totalité du cuir chevelu, alors que l'homme, ça ne touche que la partie haute, là où il y a des récepteurs des hormones mâles, ce qui me fait dire que la chute de cheveux féminine diffuse n'a pas du tout la même origine que la chute de cheveux masculine. Et donc, pour l'instant, de tout ce qu'on sait, ça va vous paraître totalement bizarre, c'est que pendant les grossesses, les femmes ne perdent plus leurs cheveux. Elles ont des beaux cheveux qui poussent et elles les perdent après l'accouchement. Le temps en gros 6 mois après un accouchement. Ce qui peut se comprendre, parce qu'il y a quand même une fatigue, oui, mais c'est surtout la chute des hormones féminines. Bien sûr. La chute des hormones féminines fait
quand on a des hormones féminines très élevées, on entretient la pousse de son cheveu. Et puis quand elle baisse, eh bien la durée de pousse du cheveu diminue et on a une chute de cheveux. Et c'est vrai avec la pilule et c'est vrai aussi avec l'accouchement. Et donc pour l'instant, c'est à peu près la seule piste qu'on ait, c'est que... Alors, par rapport à la pilule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend la pilule, on a moins de perte de cheveux? Oui, c'est ça. Souvent, quand on prend la pilule, on perd pas ses cheveux. Et quand donc ça peut être un indice intéressant pour certaines femmes qui perdent leurs cheveux. Mais bien sûr, mais alors bon, c'est la difficulté... Même si on ne sait pas pourquoi, voilà. J'ai bien compris. Et donc, la prise de pilule chez les femmes qui peuvent la prendre est souvent un bon traitement de la chute du cheveu. Mais aujourd'hui, la pilule, comme on en a dit souvent, elle a la mauvaise presse. Donc, oui, mais pourtant, elle présente pas mal d'avantages, on en a déjà parlé. Exactement. Et donc, il y a des femmes qui souffrent beaucoup d'aller contre leurs convictions vis-à-vis de la pilule par rapport à leurs cheveux. Donc elles s'arrachent la tête. Elles s'arrachent les cheveux. Oui. Mais est-ce que... Alors là, encore une fois, vous connaissez mon côté psycho chez moi. Est-ce que justement, la fatigue, l'énergie, la baisse d'énergie, une mauvaise alimentation, ça a une influence, on pourrait l'imaginer, sur les cheveux quand même, et sur l'état général? Alors oui, certainement. Mais on ne sait pas. On dit que quand on est stressé, on se fait des cheveux. On dit qu'après un traumatisme, il y a des gens qui ont perdu complètement leurs cheveux. On dit que quand on est dépressif, on perd ses cheveux. Mais les preuves pour tout ça sont très difficiles à apporter. Bon, en tout cas, faites l'amour, vous aurez de la bonne énergie. Pensez à votre pubis, ça ira mieux. Ce serait pour moi la conclusion de cet après-midi. Voilà, ça va être le mot de la fin. Occupez-vous de votre pubis et vous verrez, vos cheveux vont repousser. Merci beaucoup, Christian Jamin. De toute façon, on reparlera de tout ça quand vous serez là la prochaine fois. N'oubliez pas que vous devez nous trouver un mot pour les règles. Non, n'oubliez pas que vous devez faire un concours pour trouver ce mot. Elle l'a dit tout à l'heure, Tiffaine. Elle a dit que c'était à vous de le faire. Elle n'a pas oublié. Et elle reviendra la prochaine fois que vous êtes là pour savoir ce que vous en pensez. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Dolovan. Demain, on sera avec Philippe Arlin et on va parler de la bisexualité. Est-ce qu'on est tous bisexuels? J'ai tellement